Bienvenue sur la chaîne T-Web donc pour cette deuxième émission. La première s'étant déroulée, c'était un coup d'essai qu'on avait fait au 1er janvier en compagnie de Lily et Nathalie, qui étaient nos invités donc, de l'émission précédente. On a beaucoup travaillé depuis ce mois-ci donc, à améliorer aussi bien le plateau que la technique et les infrastructures techniques qu'on avait pour envoyer ces émissions. Donc j'espère que vous serez contents du résultat. Au passage, je vais déjà commencer par remercier toutes les personnes justement qui ont participé à ces dernières semaines de travail et même précédemment, mais particulièrement ces dernières semaines de travail. Et quand je parle de ces personnes-là, je parle aussi bien des personnes de l'équipe et de ceux qu'on considère aussi de l'équipe qui se sont occupés de nous, qui nous ont nourris, qui nous ont apporté tout ce qu'on avait besoin pour justement travailler dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui nous donne effectivement la force de continuer et de progresser dans ces intentions qu'on a, en tout cas de développer une chaîne comme c'est le cas avec T-Web. On est ravis d'ailleurs aujourd'hui de recevoir notre première invitée officielle sur la première émission, donc Sophia Salmeron, Maître Salmeron. Que j'ai vu il y a 2 jours. Alors on a essayé de retransmettre la conférence qu'il y avait en live donc sur l'obligation de vaccination. Donc tu as fait à Nov. On dit Nov, hein? Oui, c'était Nov. Oui. Voilà. La connexion 4G était pas super bonne, donc ça a été très compliqué de le faire en live. Mais je parle de ça justement parce qu'il y avait d'autres médias présents. Qui ont enregistré, on a pu enregistrer. J'ai toujours le retour. Donc on a pu enregistrer tout ça et on s'est tous mis en contact pour faire quelque chose de bien finalisé à diffuser avec la conférence complète et avoir le son, l'image, etc. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder trop sur la présentation, je vais passer tout de suite à la présentation, je vais te laisser te présenter et parler un peu des derniers événements. Oui. Notamment de la conférence, et ensuite on enchaînera sur d'autres sujets. D'accord ? D'accord. Donc parle-moi un peu de toi, et je sais qu'on te connaît déjà, t'a vu, ça fait un moment maintenant qu'on te voit sur les réseaux et dans ce combat, je sais que tu es très impliqué. Oui. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais juste te demander, c'est est-ce que tu peux nous raconter ta vie ? Alors, quand je te dis nous raconter ta vie, pas forcément dans le détail, je te demande pas forcément, mais on sait très peu de choses sur ton parcours avant tout ça. Moi, en tout cas, moins de ce que j'en ai vu, des informations qui tournent. Je connais la Sophia aujourd'hui, etc. Mais je ne connais pas ton parcours d'avant, pas professionnel, mais de vie. Est-ce que tu peux nous faire partager un petit peu ce que tu as connu au long de ta vie ? Alors, dans ma vie professionnelle et personnelle, puisque les deux, de toute façon, sont liés. Ce que tu veux bien nous dire. Forcément. Voilà. J'ai eu un parcours un peu chaotique. Dans le sens où, d'après ce que me disent mes grands-parents, mais aussi ma maman, j'ai été une enfant quand même assez difficile, très sauvage. D'ailleurs, ma grand-mère me disait souvent, on ne comprenait pas pourquoi quand je croisais des amis, tu leur mettais des coups de pied dans les genoux, tu voulais parler à personne, tu étais très sauvage. De toute façon, les seules relations que tu pouvais avoir, c'était avec les animaux. Et c'est vrai que cette relation avec les animaux a duré très longtemps. Les animaux sont mes premiers amours en réalité. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'approcher de l'être humain. Parce que je ne me sentais d'une part pas à l'aise avec eux, mais parce que j'avais même très très jeune, donc du coup enfant, une mauvaise opinion de l'être humain. Je le trouvais pas sain. Et je ne me sentais pas appartenir à cette race-là,
alors que j'arrivais très bien à communiquer avec les animaux, à être avec eux. C'est toujours le cas d'ailleurs, et moi je suis toujours entourée de beaucoup d'animaux parce que je les adore, mais parce que surtout je trouve que l'animal se comporte beaucoup mieux, bien souvent, que l'être humain. Ouais. L'être humain qui parfois nous déçoit. Et je n'ai jamais été déçue par l'animal, quel que soit son caractère, même avec des animaux traumatisés ou sauvages. Voilà, il y a toujours un juste retour avec l'animal qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, sait communiquer. Ouais, tout à fait. Et c'est enfin, déroutant entre guillemets ce que tu dis parce que c'est vrai que d'arriver à être aussi humaniste aujourd'hui et tout en ayant commencé à avoir un rejet quand même, c'est un peu ce que tu dis, un rejet de l'être humain à Mm. maintenant, je trouve que c'est un parcours qui justement est assez atypique et en même temps, bah, si tu veux nous en dire un petit peu plus, comment est-ce que justement tu es Je arrivé, suis arrivée jusque-là. voilà. Ben, alors, pour la continuité, c'est vrai que les études, c'était aussi catastrophique parce que je ne supportais pas l'autorité. J'avoue que j'ai encore beaucoup de mal avec cela. Et puis, dans mon parcours de vie personnel, malheureusement, j'ai perdu une enfant. Et D'accord. puis, j'ai passé beaucoup d'années à pouvoir me reconstruire, toujours avec les animaux aussi, mais je me suis dit, finalement, peut-être que quand tu croises des gens qui sont amers, qui sont aigris, qui sont tristes, qui sont désagréables, peut-être que en grattant, on va découvrir quelque chose et que ils ont eu des souffrances qui les ont amenés à devenir comme ça, malgré eux, bien D'accord. souvent. Ouais, tout à fait. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis rapprochée un peu plus de l'être humain. Alors, je ne vous dirai pas aujourd'hui, parce que sinon, je ne serai pas sincère avec vous, que je préfère l'être humain à l'animal. C'est parfaitement faux. Comme je vous l'ai dit, moi, mes premiers amours sont les animaux et je leur reste aussi fidèle comme ils le sont avec moi. Mais en tout cas, j'ai pu comprendre certaines souffrances chez l'être humain. Donc, j'essaie d'être toujours très tolérante. Et je pense que mon seuil de tolérance, qui était de 0 avant, est aujourd'hui très élevé. Comme diraient mes enfants, tu as mis le level assez haut, maman. Voilà. Et donc, mes enfants eux-mêmes me disent, mais tu as beaucoup de patience parce que au cabinet, souvent, je reçois des gens qui ont des histoires différentes, des caractères différents, des blessures différentes, des parcours différents. Mais certains vous prennent votre énergie et parfois le peu qui vous en reste. Et il y en a qui ont du mal à comprendre comment je peux les écouter pendant des heures sans craquer, parce qu'on est tous humains aussi. Alors justement, est-ce que ton métier t'a aidé à ça? Enfin, est-ce que justement cette part d'humanisme et de compréhension dont tu parles, est-ce que dans ton métier, le fait de rencontrer justement des gens avec des problématiques juridiques, mais aussi des blessures, parce que souvent sous les problématiques juridiques, il y a aussi des blessures purement humaines, est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui t'a apporté ou au contraire qui a plus fait pencher vers le fait, bon, bah, l'être humain n'est pas si bien que ça, parce qu'avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit, en quoi ça a joué ta profession dans cette opinion-là? Alors, le côté humain, oui, ça dépend des histoires en réalité. Mm. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les affaires dites habituelles, que ce soit du pénal, du civil, du commercial, peu importe, non, ça m'a au contraire un peu encore coupé parce que pour pouvoir travailler correctement un dossier, il faut n'y voir qu'un dossier. Oui. Et les gens souvent me disent, mais comment tu as pu défendre telle ou telle personne? Mais oui, mais parce que justement, moi, c'est un dossier que j'étudie et Ouais. non pas une personne. En revanche, effectivement, il y a des dossiers où la dimension humaine a une plus grande part que la dimension juridique. Et c'est à ce moment-là que l'aspect professionnel va changer pour moi. Mais ça reste quand même très rare, c'est pas habituel. Oui, d'accord. Bah, justement, est-ce que tu es dans enfin, est-ce que tu es dans ce combat d'apporter plus d'humanité à la justice? Ou est-ce que tu es plus du coup à rester sur ces dispositions, de dire non, à partir du moment où c'est juridique, il faut quand même mettre de côté le côté humain? Ou est-ce que ça serait pas intéressant avec les événements qu'on voit, justement, bah, peut-être d'amener la justice? Je sais que c'est on va dire magistralement, c'est une aberration de dire l'humanité dans la justice alors qu'elle doit être aveugle. Mais on est en train de vivre exactement l'inverse. Qu'elle doit être aveugle, mais surtout humaine. Voilà, c'est ma question. C'est pour toi, c'est quand même
important que justement l'humanité représente aussi sa place au sein de la justice. Ce qui est juste doit être aussi humain. Oui, On le perd un peu de vue sur les affaires que tu plaides. Est-ce que vraiment tu trouves qu'il y a une différence marquante sur le traitement? Ça fait combien de temps que tu plaides et que tu es avocate actuellement? Ça fait maintenant presque 10 ans. Presque 10 ans. Et est-ce qu'en 10 ans, tu as vu une réelle évolution marquée de l'approche de la justice? Je ne parle pas forcément de corruption, hein, je parle Oui. vraiment de prisme au travers de la justice juge des affaires. Est-ce qu'il y a une perte de cette humanité ou au contraire ça Alors, il y a s'améliore? certains magistrats qui résistent, qui rendent toujours des décisions basées sur la personnalité de la personne et donc de la personnalité, et on fait preuve d'humanité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit abattre beaucoup de dossiers dans la journée et forcément, il y a des aspects essentiels de la justice qui sont balayés d'un revers de main et qui ne devraient pas d'ailleurs. Ouais. Et Des choses humaines qui sont bien balayées. sûr, bien sûr, et d'autres magistrats, parce que eux aussi sont humains, et bien qui font fi de ces grands principes et qui rendent une justice qui est parfois inhumaine, effectivement, sans compter certains magistrats qui finalement se fichent éperdument du dossier, ou alors, et ça je trouve que c'est le pire, hein, c'est que on regarde pas le dossier, on regarde l'individu que l'on a en face de nous. Et on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et lorsqu'ils sont face à quelqu'un qui, peut-être physiquement ou dans leur manière de se tenir à la barre ou même leur visage ne correspondent pas, ou, eh bien, on a une décision qui est rendue en fonction même de cet individu, de ce qu'il peut représenter pour ce magistrat. Parce que chaque personne représente quelque chose pour quelqu'un d'autre qui n'est jamais le même. Mais pour ce magistrat, vous savez, c'est tout bête, mais ça peut aussi être quelqu'un qui ressemble à quelqu'un que l'on a connu, qu'on a aimé ou pas Oui, aimé. tout à fait. La psychologie humaine marche comme ça. C'est-à-dire que Voilà, des fois, il y a des raisonnements inconscients qui se forment. exactement. Mais c'est ce que normalement la formation de magistrat devrait éviter. C'est-à-dire que autant dans un sens le délit de sale gueule ou le visage angélique devrait pas rentrer effectivement. Enfin, c'est important ce que tu dis parce que ça dénonce vraiment une problématique du système judiciaire qui du coup n'arrive pas à se recadrer sur ces critères de justice. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'ils le font de manière consciente ou inconsciente? Est-ce que tu as déjà discuté avec des magistrats en disant, bah, peut-être vous faites comme ça? Et quel retour tu as de ça de la part des magistrats? Tu en Non, as au moins? non, je m'interdis de discuter avec les magistrats Ah oui? en dehors des prétoires. Ce ne sont D'accord. pas mes amis, ne le seront jamais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de vraiment garder mon indépendance morale. Tout à fait. Il me semble que c'est pas judicieux, parfois, de plaider devant des magistrats que l'on côtoie à l'extérieur, Tout à fait. Oui. parce que on peut avoir une certaine pudeur vis-à-vis d'eux, ou alors une crainte de les mettre mal à l'aise si on plaidait comme on a vraiment envie de plaider. Or moi, j'ai envie de plaider comme j'en ai envie par rapport à tel ou tel dossier, sans m'auto-censurer. Voilà. Ou prendre en compte quel magistrat Ou va prendre en juger. compte quel magistrat, ou même parfois ses problèmes personnels. Après tout, eux se fichent éperdument des problèmes personnels de l'avocat. Je vois pas pourquoi moi, avocat, je tiendrai compte de leurs problèmes personnels le jour J. Mais du coup, ça cause pas une coupure dans la communication, je dirais, des différentes séquences juridiques, enfin des différents domaines juridiques. Enfin, c'est une question peut-être un peu naïve, hein, mais Oui. est-ce que d'avoir peut-être plus d'interactions, alors pas, je dis pas dans la vie privée, Mm. mais de considérer peut-être un certain nombre d'interactions entre les magistrats, les avocats, enfin, tous les organes du circuit juridique, pourrait peut-être ramener à quelque chose de plus homogène et de plus cohérent dans le traitement des affaires? Oui, mais pour cela, il faudrait que tous soient d'accord. Et c'est très Ouais, difficile, hein, parce que dans un palais de justice, vous allez peut-être avoir 2 ou 3 magistrats qui sont profondément humains, qui font ça vraiment avec leurs tripes, hein, et les autres non, ils vont même refuser de parler avec les avocats. Vous savez, je crois que le plus terrible, c'est que pour beaucoup de magistrats, l'avocat est un ennemi.
alors que nous sommes des auxiliaires de justice Ouais. et que nous sommes là d'ailleurs aussi pour rétablir une certaine équité dans certains dossiers parce que les procédures sont spécifiques et parfois difficiles à comprendre et que si nous, on n'est pas là pour dénouer un peu, les magistrats seraient face à des citoyens à qui ils seraient obligés d'expliquer pourquoi ils peuvent ou ne peuvent pas faire ça à la barre. Par exemple, le principe du contradictoire que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et ça ferait perdre encore plus de temps aux Tu peux magistrats. nous expliquer un peu le principe? Alors, ce principe du contradictoire, c'est que les avocats ou les particuliers qui ne prennent pas d'avocat lorsque ils ont la faculté de ne pas en prendre, doivent envoyer leurs écritures et leurs pièces à la partie adverse avant le procès. Oui. Ce qui est normal puisqu'il faut laisser à l'autre partie l'opportunité de pouvoir y répondre parce que si vous donnez un document que l'autre partie ne connaît pas, là le procès est forcément tronqué et faussé puisque l'autre partie n'a pas pu y répondre. C'est même une stratégie, c'est-à-dire que des fois des pièces sont portées au dossier au dernier moment. Voilà. Donc nous, avocats, sommes là pour dire, voilà, quelles sont les pièces que vous avez communiquées. Nous avons des bordereaux, les pièces sont numérotées, et si on voit que une des parties a rajouté une pièce, on demande le renvoi pour pouvoir y répondre, ou alors on demande au magistrat d'écarter cette pièce des débats. Oui, tout à fait, d'accord. Mais est-ce que le citoyen lambda saurait faire ça il faudrait-il déjà qu'il le sache. Non, mais c'est vrai, je te rejoins tout à fait avec le fait que justement l'avocat est là pour rendre plus pertinent le circuit juridique de la personne jusqu'au magistrat. Et c'est vrai que ça ne devrait pas être un conflictuel puisque justement le magistrat va être plus à même de prendre en compte quelque chose qui a été prémâché entre guillemets par un avocat que quelqu'un qui va lui arriver, oui mais j'ai ça, débrouillez-vous. Quoi. Oui, c'est ça. Puis les fondements juridiques, c'est quand même aux avocats de les communiquer aux magistrats. Oui, tout à fait. D'accord. Donc du coup, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a emmené à être avocate justement, enfin, pour continuer un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, du coup. Alors c'était avocat ou médecine. D'accord. Comme j'étais déjà maman, médecine, Marseille ou Montpellier, c'était trop loin. Parce que je voulais pas sacrifier non plus ma vie de famille. Donc il y avait la faculté de droit à Avignon et je me suis inscrite dans cette faculté en formation continue. Et évidemment, comme j'étais partie très tôt en 5e collège, puisque j'avais quitté le cursus scolaire qui ne m'intéressait pas du tout, je m'ennuyais. Eh bien, je suis passée par la capacité en droit qui se fait sur 2 années. Et la capacité en droit, c'est l'équivalent du bac. Et ensuite, j'ai fait mon cursus normal. Donc, à l'époque, c'était DUG, première année, deuxième année, licence, maîtrise. Ah oui, t'es pas passé par la voie, t'es pris un chemin détourné, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Oui. C'est tes parents qui t'ont obligé à faire médecine ou ils t'ont laissé le droit, droit aux médecine? Absolument pas. Ils sont pas du tout là-dedans. Oui, non. Alors, ma maman était femme de ménage. Elle a très bien réussi dans sa vie, d'autant qu'elle était seule avec 3 enfants. C'était quand même assez compliqué, surtout à l'époque. Et puis, par sa volonté, par sa détermination, aujourd'hui, peut-être qu'elle dira elle-même ce qu'elle fait. Je ne vais pas le dire à sa place, puisqu'elle va certainement intervenir tout à l'heure à son niveau. Mais voilà, c'était pas, mais c'était pas du tout le cursus ni les professions que l'on rencontre ou que l'on trouve dans ma famille en général. Personne n'a fait du droit dans ma famille, donc nous, on n'a pas d'avocat, pas de magistrat, pas d'huissier de justice, pas de notaire. Vraiment, j'ai été la seule. Oui, c'est ta forme de rébellion quelque part. Oui, je pense qu'au départ c'était plus pour ça. C'était je ne ferai pas comme vous. Oui, non, mais voilà, il fallait toujours que je sois la petite épine dans le pied. Je pense qu'à l'époque, ça me plaisait bien. Oui, j'imagine. Et là, actuellement, du coup, dans ton parcours, je vois un peu plus clair. Qu'est-ce que tes combats actuels, je le sais par rapport aux informations qu'on a sur les réseaux sociaux, mais tes combats actuels rendent souvent, les gens nous font rentrer souvent en conflit justement par rapport à ton rôle d'avocate, tes engagements qui sont dans l'opposition politique. Moi, j'ai entendu effectivement des gens dire oui, mais bon, une avocate qui fait de la politique, c'est pas tout à fait très bien vu parce que on doit quand même être impartial. Enfin, je te dirais qu'on a la même chose chez les journalistes. Hein. Oui. Les journalistes, normalement, t'as pas d'opinion. Comme bientôt on va t'expliquer, mais
Toi, c'est quoi ta réponse à ça? Comment tu arrives à faire la part des choses? Alors déjà, c'est faux de dire que l'avocat n'a pas vocation à faire de la politique, parce que beaucoup d'avocats ont été dans la politique, sont ministres, voilà, exactement. Mais justement, c'est là qu'ils se trompent. Je ne fais pas de politique. Je suis opposante politique, politicienne. Tout à fait. Voilà. Je pense que c'est cette nuance-là. C'est cette nuance-là qu'il faut expliquer. Voilà. Moi, je suis pour la voix du peuple, la vraie démocratie, parce que je trouve que depuis beaucoup d'années, on tronque les mots, on leur donne une autre signification. Lorsqu'on dit qu'on est en démocratie, c'est pas vrai. Je ne vois pas de démocratie à partir du moment où vous avez élu quelqu'un et qui ensuite n'écoute plus le peuple et fait que ce dont il a envie, quand bien même le peuple, nombreux sur la voie publique à manifester, demande autre chose. Quand on fait fi, qu'on les ignore, qu'on les méprise, c'est qu'à mon avis, ils ne sont pas des représentants du peuple. Et à partir du moment où on n'est plus représentant du peuple, c'est qu'on n'est plus en démocratie. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc là, si tu peux nous expliquer un peu plus, donc, dans le déroulement, je le connais depuis le début du mouvement, j'ai vu le parcours, ça n'a pas toujours été évident, on est confronté à énormément de choses, j'ai eu plusieurs démarches. Pour toi, sur l'année dernière, alors je sais qu'on est déjà en février, mais pendant le mois de janvier, je demandais Oui. de citer le fait ou les faits qui t'ont le plus marqué sur l'année dernière, bon ou mauvais, hein, ce que tu veux, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué, soit dans une démarche, dans un événement, et qui t'ont le plus touché sur l'année dernière? C'est toujours la même chose, parce que ça me marque encore aujourd'hui. C'est cette détermination du peuple. Et je pense que c'est ça notre force. C'est que au bout d'un an, même plus aujourd'hui, les gens sont encore dans la rue. Ils s'organisent différemment, ils font des actions ciblées, je trouve ça très bien, mais ils sont encore là. Et ça, c'est le vrai problème de Macron, qui a joué sur le pourrissement, hein, mais finalement, ça marche pas si bien que ça. Alors la division a bien marché. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir de moins en moins de divisions, parce que les gens ont compris que c'était une volonté du gouvernement et du président que de diviser ce mouvement. Mais voilà, notre force, c'est vraiment cette détermination. Et nous avons besoin de tout le monde. C'est-à-dire que l'on doit être vraiment partout. Voilà. Donc c'est la démarche que tu as eue, et je te demandais d'en parler aussi. Donc la dernière démarche importante, et la dernière démarche importante, c'est la création donc, de cette RCD. Oui. Je crois qu'on peut éventuellement avoir en manifestation le site. Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà d'où est venue la création de cette RCD, comment elle s'est faite, et tout simplement son objet, son objectif. Oui. Alors Semper Fidelis, ça a été vraiment très impulsif, mais bon, ça c'est tout moi. C'est suite à la manifestation des pompiers en octobre. Et quand j'ai vu que les pompiers recevaient le même sort que les citoyens, on disait que c'était les citoyens qui étaient violents et agressifs à l'égard des forces de l'ordre. Alors, on ne parle pas de ceux qui le sont vraiment. Hein. Je me suis dit, et là, qu'est-ce qu'ils vont dire sur les pompiers? Ils vont dire que c'est les pompiers qui sont allés agresser les forces de l'ordre. Donc, c'est pas possible. Voilà. Et donc, j'ai décidé de créer cette association Semper Fidelis, qui veut dire toujours fidèle en latin, et de dire que nous étions des opposants politiques. Pourquoi? C'était stratégique, hein. C'était pour bénéficier d'une protection au niveau judiciaire, notamment l'article 397-6 du Code pénal, qui interdit les comparutions immédiates et les convocations par procès-verbal devant le tribunal à toute personne qui a cette qualité d'opposant politique. Il faut savoir que la comparution immédiate, c'est quelque chose qui est très violent, qui est très destructeur pour les manifestants, surtout lorsque ce sont des primo-délinquants. Et éviter déjà ces comparutions immédiates, c'est-à-dire garde à vue, présentation, donc déferment devant le procureur de la République, puis jugement,
immédiat, sauf si on demande un délai à bénéficier du délai pour préparer sa défense. Je trouve que c'est très violent et ça peut détruire quelqu'un. Et ça, on a détruit quelques hommes. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a trouvé là-dessus au niveau de la chaîne. Et on a une personne qui va venir, qui est une psychothérapeute, pour traiter des mutilés psychologiques. Oui. On va les appeler comme ça, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de CRDPD ou autre, oui. mais rien que leur parcours dans la chaîne de répression, on va l'appeler comme ça, a été dévastateur psychologiquement. On a eu des intervenants, sur d'autres lives, les personnes nous parlent vraiment de quelque chose de très violent et de très traumatisant, avec des réelles angoisses qui sont presque proches d'un traumatisme. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. De l'humiliation. Aussi. On parle de tout ça. D'ailleurs, au passage, quelles ressources juridiques ont ces personnes-là? Est-ce que par exemple l'approbation l'aide d'un psychiatre, d'un psychothérapeute attestant peut avoir une valeur réellement pesée dans une balance au niveau des dégâts qu'ils ont dû subir? Bien sûr. Juridiquement, bien sûr. Dans nos autres dossiers, d'ailleurs, nous fournissons souvent ce type d'attestation. D'accord. Oui. Et tu as eu à traiter des cas qui ne sont pas forcément de violence physique, mais où tu plaides vraiment la violence psychologique? Oui. Alors, il y a les deux. Dans un des cas que je vais vous citer, il y a les deux. Tu peux les citer, attention. À partir du moment où on ne cite pas les noms, il n'y a pas de problème. Ce sont les humiliations, effectivement, dans les gardes à vue. Ouais. Avec les fouilles corporelles. Oui. Souvent sur des femmes. Ah oui. Et faites pas forcément par des femmes. Ah ouais, alors que c'est légalement... Exactement. Et ça, c'est un traumatisme parce que, en tout cas, la personne dont je vous parle, c'est une femme qui a pas loin de 50 ans hein, et qui n'a jamais eu de problème avec la justice. Et pourtant, elle a été traitée de la sorte juste parce qu'elle était manifestante gilet jaune. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, les gilets jaunes sont bien un groupe identifiable, hein, puisqu'on voit que dans les interdictions de manifester, on précise bien, le préfet précise bien, manifestation interdite aux gilets jaunes. Ouais. Oui, ce qui d'ailleurs est compris dans la plainte. À la Cour pénale internationale, tout à fait. Elle rentre dans les caractéristiques d'un crime contre l'humanité. Exactement. D'accord. C'est de la persécution, c'est le fichage systématique, c'est les éborgnés, c'est les mains arrachées, c'est les coups de matraque, c'est les violences physiques et psychologiques. C'est tout ça. En tout cas, ce socle constitue un crime contre l'humanité sur cette minorité identifiée que sont les gilets jaunes par les pouvoirs eux-mêmes. D'accord. Et j'espère que tu vas venir dedans, mais tu penses qu'on a vraiment espoir de faire relever tout ça et de faire valoir tout ça, même dans les prochaines semaines, les prochains mois ou un jour, en tout cas juridiquement, de faire, je ne vais pas dire solutionner, parce qu'on ne solutionne pas un traumatisme. Je veux dire, le traumatisme, oui. Éventuellement, on le prend en compte. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la reconnaissance en tant que victime. Oui. J'ai lancé un appel il y a quelques temps en disant, voilà, envoyez-nous des témoignages. Oui. Même si c'est vocal, même si on vous voit oui. pas, même si oui. c'est anonyme, mais parlez de ce oui. que vous avez vécu, parce que ce biais-là, alors on ne veut pas se substituer à des petits voix, oui. mais on a constaté effectivement que des gens qui venaient nous parler en live, qui venaient un peu extirper tout ça, avaient quand même une satisfaction de dire, ah, j'ai pu au moins libérer la parole. Reconnaissance même, oui. Voilà, de la part de gens qui m'ont écouté, qui prennent en compte que est-ce que juridiquement un jour on arrivera à leur dire bon bah on a réussi à prendre en compte ces cas-là et vous êtes reconnu que... Bien sûr, bien sûr. Moi, j'en suis persuadée. D'autant qu'il n'y a pas que les procédures internationales pour la reconnaissance de notre qualité de victime. Il y a les procédures internes. Qui sont la plainte déjà auprès du procureur. On sait que de toute façon, il n'y donnera pas suite. Et ensuite, on se constitue partie civile devant le doyen des juges d'instruction qui ouvre une instruction. Et donc, l'enquête recommence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on devient partie à la procédure. Et à partir du moment où on est
partie à la procédure, eh bien, on demande au juge d'instruction tous les actes qui nous semblent utiles à la manifestation de la vérité. Les auditions, les confrontations, d'aller chercher les images des caméras de vidéosurveillance. On peut aller demander des expertises vocales, notamment expertises psychologiques, psychiatriques. Donc ça, tout ça, il faut le faire. Vous arrivez dans les à obtenir les caméras, les enregistrements de caméras de surveillance? On les oblige. Et ils vous les fournissent? Ils nous les fournissent. Alors ça, c'est toujours dans le cadre de l'instruction. Dans le cadre des enquêtes, ce qui est assez troublant, c'est que très souvent on nous dit que les images de la caméra de vidéosurveillance étaient inexploitables. Oui. Alors c'est étrange parce que ça marche très bien pour eux, mais quand c'est pour nous, les images sont inexploitables. On a même eu un cas d'un échange de mails entre l'IPN et Mais bien sûr. Voilà, Bien sûr. Alors, bien sûr, on va nous la prétendre. Nous-mêmes, on n'a pas analysé cet élément. On ne va pas commencer à dire qu'il est factuel, mais en tout cas, il est présenté comme vous arrivez dans le domaine du bon, c'est bon, dans les visage de tes gars, voilà. Je l'ai vu. Je l'ai vu passer. Oui. Quand on voit des choses comme ça, c'est impressionnant de se dire si on arrive à obtenir des choses, c'est bien. Ils vous les font. Effectivement, mais ils vont tellement loin dans le fait de cacher des preuves. Alors ça, c'est foncièrement idiot parce qu'il y a un commandement. Et à partir de ce commandement, ils savent très bien quelle équipe était à quel endroit chaque minute. Donc ça veut dire que de toute façon, si on est devant un juge d'instruction, elle va demander qui était à cet endroit-là, dans cette rue-là, à cette minute-là précise, et cagoulé ou pas cagoulé, on a les noms. Alors, du coup, ça soulève le problème du cas de Redouane. Oui. Là, pendant très longtemps, sauf que pour toi, en tout cas, factuellement, c'est impossible de ne pas savoir. Exactement. Et sur des dossiers comme ça, est-ce que, alors, je me doute que ça te révolte, mais je ne sais pas qui traite cette histoire-là, quelle est l'avocat qui traite le SNEP, mais quel recours le juge d'instruction a l'air pas suffisant pour faire dire le nom ou l'identité, en tout cas, de la personne qui était responsable de ça. Donc, quelle autre ressource on a, quelles ressources on a pour vraiment la poser au-delà du juge d'instruction, parce que là, j'imagine qu'il y a un juge d'instruction qui a aussi quand même. Alors le problème, c'est que si on n'est pas assez insistant devant le juge d'instruction en disant notamment ne prenez pas pour des imbéciles, on sait comment ça fonctionne, on sait que vous pouvez trouver qui a commis cet acte-là, notamment sur Zineb Redouane. Eh bien, on va être renvoyé aux procédures, je dirais, habituelles, c'est-à-dire qu'on peut saisir le tribunal pour dysfonctionnement des services de la police. Mais à mon sens, c'est pas judicieux. Je pense qu'il vaut mieux insister et dire voilà, le commandement est là à chaque seconde, donc vous interrogez le commandement. Il ne faut pas lâcher parce que sinon ils vont continuer à prendre encore le peuple pour des idiots, pour des imbéciles, alors que le peuple ne l'est pas du tout. Au contraire, je ne l'ai jamais vu autant éveillé. Donc effectivement, les juges d'instruction, j'espère qu'ils mettent leur grain de sel effectivement dans les affaires, mais a priori, ça a l'air de ne pas forcément être aussi efficace parce que il y a encore des affaires sur lesquelles il y a des points d'ombre qu'on a du mal à lever. Enfin, moi, je parle en tant que journaliste, on commence à faire de l'investigation et des choses sur des affaires où, enfin, les gens vous répondent pas et on n'a pas l'habilitation juridique, c'est vrai, mais il y a vraiment beaucoup de mal à avoir des éléments. Oui. Pour vous aussi, au niveau juridique, c'est quand même des combats. Alors oui, c'est toujours des combats, surtout dans le cas des instructions, parce que c'est très long. Une Plus instruction, par rapport aux long. gilets jaunes actuellement que ce que tu as pu rencontrer dans ta carrière par rapport à d'autres affaires. Ou c'est à peu près pareil? Au niveau du juge d'instruction, c'est à peu près pareil. D'accord. Oui, donc ça, c'est important de le préciser, parce que ça veut dire que de toute façon, moi, là où je trouve ça important, c'est que c'est une problématique juridique qui existe depuis même avant le mouvement. Oui, tout à fait. D'accord. Et tu as des solutions pour ça? Alors, les solutions, ça serait peut-être beaucoup plus de moyens humains dans les tribunaux.
Parce que le juge d'instruction se trouve souvent quand même assez seul avec son greffier et que quand on rentre, on voit bien les tonnes de dossiers Ouais, la qu'il charge y a de en travail peut y attente. être pour quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de charges de travail et donc du coup, souvent, on passe à côté de certaines choses essentielles. Ouais. Ouais. Et l'avocat est là pour pousser, justement. Alors, on est obligé, malheureusement, de harceler ce juge d'instruction qui, au bout d'un moment, se dit, bon, on va aller le faire parce que sinon, celle-là, elle va pas nous lâcher, elle va nous écrire tous les jours et ça suffit, on n'en peut plus. Oui, je pense que ça doit faire partie de ta personnalité, en Oui, tout cas oui, de ta renommée au sein de. Oui, bien je sûr, pense, ouais. bien sûr. Et donc, pour revenir aussi à ton association, donc donc j'imagine ça fait partie des combats aussi de l'association, parce que je crois que tu fais un soutien juridique au sein de l'association, elle sert aussi à ça, donc c'est ce que tu as expliqué Oui. tout à l'heure. Donc, quelles sont les démarches que ton association apporte en plus de ton travail d'avocat, à ce niveau-là en tout cas? Alors en plus, c'est justement avoir du poids lorsque nous sommes nombreux et lorsque nous nous rassemblons avec d'autres collectifs et associations pour D'accord, porter oui. des projets, pour être reçus par les institutions et pour faire des actions terrain et judiciaires aussi. D'accord. Comme par exemple la saisine du Conseil d'État pour faire annuler, en tout cas d'abord suspendre puis annuler l'usage des gaz lacrymogènes, des LBD Ouais. et des GLIF4, mais aujourd'hui des GM2L. Oui. Voilà. Qu'ils ont. Alors, c'était pas forcément précisé dans ce que j'ai lu, mais effectivement, le fait d'avoir fait ce changement a annulé du coup, parce que tu avais déjà fait une sommation par rapport au GLIF4, mais du coup, Oui. ça a annulé par voie de fait la demande pour les GLIF4, donc il a fallu que tu la refasses. Alors, je l'ai quand même maintenu. Non, je l'ai maintenu. Je me D'accord, dis parce au cas que où. si on a encore plus de perversion qu'on ne connaît déjà, si c'est pour faire, par exemple, suspendre ou interdire GM2L et pour nous remettre les GLIF4, Oui. je dis bon, alors on va tous les laisser. Oui. Tous les laisser. De toute façon, de toute ça façon. coûte rien de laisser toutes ces demandes en l'état. D'accord. Et comment après ça fonctionne ça? Quelle portée ça peut avoir dans l'interdiction et quelles sont les juridictions qui pourraient éventuellement imposer ça et dire non, on n'en veut plus. C'est le Conseil d'État qui maîtrise tous les aspects de la question. Tout à fait. C'est le Conseil d'État que nous avons saisi parce que dans le cadre du maintien de l'ordre, nous sommes encore un des rares pays européens à utiliser cet attirail, ces armes, pour le maintien de l'ordre, notamment dans les manifestations. Oui. Après, la problématique, c'est que les autres pays ne l'utilisent pas c'est manière tacite. Il n'y a aucune. Ils n'ont pas fait de circulaire ou de décret qui dit on les interdit. Ils ont juste choisi de manière tacite de dire on les utilise pas. Voilà. Ils utilisent souvent les canons à eau. Oui, ils sont plus sur les canons à eau. Oui, tout à fait. Bon, après, faut pas s'asseoir dessus parce qu'apparemment ils sont très agressifs quand. Oui, voilà, le pompier, j'ai vu. On peut se recevoir un LBD dans la tempe, oui, effectivement. Ça va loin. Enfin, oui. là, je sais pas d'un point de vue juridique, mais on est à la limite de la tentative d'homicide. Enfin, en faisant une démarche comme ça. Alors, comment on peut le traiter ça moi, je peux dire tentative d'homicide. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand c'est la magistrate qui avait reçu, rappelez-vous, je ne sais pas si vous en rappelez, un tiers de LBD. Oui. Sur les journaux, la qualification qui était retenue, notamment par le ministre de l'Intérieur, c'était une tentative d'homicide. Et là, on s'est dit, alors pourquoi un tiers de LBD sur une magistrate, c'est une tentative d'homicide, et ça ne l'est pas sur les gilets jaunes? Ou sur un pompier. Ou sur un pompier. Oui, ça a absolument aucun sens. Voilà. Mais alors du coup, c'est ça qui me révolte, c'est comment répondent, que ce soit les magistrats ou en tout cas les responsables du dispositif juridique, comment est-ce qu'ils répondent à des aberrations aussi énormes? Parce que elle est plus qu'avérée, c'est pas une interprétation ou c'est pas, voilà, là si on leur met sous les yeux, bon bah voilà, on a quand même des cas de jurisprudence, on a quand même des dispositifs qui permettent de dire on va rejuger les mêmes choses de la même manière. Donc pourquoi est-ce qu'elle qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont une réponse à ça? Alors certains en ont une, ils vont traiter le dossier comme pour n'importe quel citoyen lambda.
et ils vont rendre des décisions judiciaires, mais qui sont très très rares. On l'a vu avec cette année qui s'est écoulée. Mais sinon, non, parce que c'est de pire en pire. Ils ont des circulaires. Ça veut dire que ils essaient de passer des directives à des magistrats qui doivent être indépendants. Et puis, il faut pas se leurrer. Il y a beaucoup d'arrêtés de prix. Il y a eu la loi anti-casseurs, voilà, qui permet beaucoup de choses. En fait, ce sont toutes ces lois liberticides qu'on appelle depuis toujours les lois scélérates, c'est-à-dire que l'on joue sur vos peurs pour pouvoir prendre des mesures liberticides et attentatoires à nos libertés. Et c'est le problème depuis toujours, c'est que sous le prétexte de la peur et donc de la sécurité, on va atteindre nos libertés, et y compris nos libertés fondamentales et constitutionnellement garanties. Oui, tout à fait. Donc ça fait partie des démarches même qui vont dans le sens des vaccins et de l'obligation de vaccination. On joue sur les peurs de la population pour dire on va vous imposer ça, c'est pour votre sécurité, c'est pour votre santé. C'est ça. Voilà. C'était la première conférence que vous faisiez à Semper Fidelis? Oui, tout à fait. Parce que c'était une conférence Semper Fidelis à la base. Oui, c'est ça. D'accord. Donc c'est quelque chose que vous allez réitérer sur d'autres sujets? Oui, notamment très prochainement les placements abusifs d'enfants, avec une manifestation que nous avons déclarée devant le palais de justice de Valence pour le cas d'une jeune fille, d'une adolescente qui s'appelle Noémie, qui a à peine 15 ans et qui, elle, est placée depuis des années, alors que dans le dossier, il n'y a absolument rien, si ce n'est des disputes entre les parents qui sont séparés aujourd'hui, mais en tout cas qui ne correspondent pas aux conditions nécessaires pour pouvoir placer un enfant. Donc à ce moment-là, on est bien dans le cadre d'un placement abusif. D'accord. Et les raisons éventuelles, enfin, pourquoi est-ce que ces placements sont effectués? C'est un moyen de pression sur les parents. Enfin, si c'est abusif, il y a forcément donc du coup une motivation cachée. Oui, il y a une motivation cachée. Alors dans beaucoup de dossiers, on sait que c'est financier. Ça devient un commerce. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, c'est carrément un commerce. Et dont beaucoup bénéficient, en bénéficient à titre principal, c'est-à-dire qu'ils détournent cet argent pour leur profit et intérêt personnel. Et ça, c'est inacceptable. Parce que lorsqu'on voit de tels dossiers où il n'y a jamais eu de maltraitance, que l'enfant quand même à 15 ans, si elle a envie d'aller vivre chez sa maman, elle sait ce qu'elle dit. À 15 ans, il me semble que quand on est placé depuis plusieurs années... Surtout que les adolescents ont droit, enfin, ont une parole... ont le droit d'être entendus par un juge. Oui, on dit qu'ils ont l'âge du discernement à partir de 9-10 ans, généralement. Oui. Mais quand on voit ça... l'enfant veut rentrer chez sa maman, elle ne peut pas avoir été mentalement manipulée puisque placée depuis plusieurs années, pas de maltraitance dans le dossier, et cet enfant, son placement a été reconduit. D'accord. Reconduit, justement, nous sommes dans l'attente de ce jugement qui n'a pas été rendu. Ça veut dire qu'en plus, on peut pas faire appel puisqu'on n'a pas le jugement entre les mains. Mais en attendant, l'enfant continue à être placé. Et lorsqu'on appelle, on me dit que la magistrate est malade. Elle est malade depuis nos plaidoiries. Oui. Alors c'est vrai qu'on l'a un peu secouée, mais il me semblait que c'était nécessaire. Hein. Mais je ne pense pas qu'elle soit malade depuis 3 mois aujourd'hui. Et à ce moment-là, il y a un dysfonctionnement de la justice parce que les magistrats malades doivent être remplacés. Surtout quand on a affaire à des dossiers aussi importants qui touchent nos enfants. Bah, tu sais, à titre personnel, je vois des affaires effectivement qui prennent des mois et des mois alors qu'il y a une réelle urgence avérée et même notifiée par des fois des éducateurs ou des éducatrices qui disent il y a urgence et pourtant bon bah c'est reporté, c'est voilà et finalement enfin, les gens se découragent. Enfin, et c'est ça qui est horrible, c'est que moi je vois des gens qui sont dans leur bon droit, mais ils vont pas au bout parce que c'est un labyrinthe, quoi. Et c'est ça qui cause après les abus. C'est ça qui laisse libre cours aux abus. En fait. Oui. En fait, on déshumanise tout. Oui. Ce qu'on disait effectivement au début, c'est que c'est ce qu'on constate, donc c'est une déshumanisation de ces démarches, quoi. Tout à fait. Alors qu'au contraire, elle concerne un sujet qui lui mériterait d'être beaucoup plus humanisé que les autres sujets, limite. Entre un accident de voiture qui peut être très grave, hein, mais quelque chose qui touche à l'enfance. Oui.
Alors c'est difficile parce que juridiquement on devrait traiter peut-être de la même manière si on s'en tient à l'impartialité, mais je pense que juridiquement justement il faudrait prendre en compte aussi ça que c'est pas du tout de la même et avoir. Je pense même qu'il faudrait avoir un dispositif d'urgence juridique pour ce qui concerne la protection de l'enfance. Tout à fait. Ça serait tout à fait. Et un collège de magistrats et non pas un seul magistrat. Oui, déjà, pour être réactif. Mais sûr. après, on voit bien que de toute façon, je vais être accusateur, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que les gouvernements et que le dispositif ils sont pas concernés parce qu'ils sont capables de mettre en place des mesures pour des comparutions immédiates pour des gens qui se sont baladés dans une ruelle en criant des slogans. Oui. Et là, le parcours va très très vite. On est presque en prison avant même d'avoir fini la garde à vue. Oui. Et pour des cas comme ça, ils sont capables de dire non mais attendez, on peut pas. Enfin, pour l'instant, j'ai pas vu un magistrat malade pour juger un gilet jaune. Oui, c'est une criminalisation du mouvement des gilets jaunes. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est aberrant, et on retrouve ça donc à tous les niveaux. Alors, on va revenir sur la conférence donc qu'il y a eu vendredi. Oui. Donc pour ça, je vais faire venir ta maman quand même qui était avec toi, et comme ça, on va la présenter. Je sais pas si le micro est allumé. Donc Nathalie, c'est ça? Alors, est-ce que tu peux du coup te présenter, nous en dire un peu plus sur ton parcours, parce qu'elle n'a pas voulu nous dire tout à l'heure tout ça. Voilà. Donc, bon, déjà, je suis très fière de ma fille, ça, forcément. Eh ben, très bien. Mon parcours, atypique aussi. Oui. Une maman donne un enfant quasiment pareil. Les chiens font pas des chats, pour reprendre les animaux. J'ai démarré ma vie en faisant des études, malgré tout. J'ai commencé par une licence de chimie et de biologie humaine. Entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Et puis, le papa est décédé très jeune et j'ai dû travailler avant même de pouvoir aller plus loin, donc très jeune, et 3 enfants en charge. Donc, j'ai fait de l'alimentaire, comme on dit. J'ai fait des ménages, j'ai fait plein de choses, jusqu'au moment où j'ai décidé qu'il fallait faire différemment, que c'était urgent que mes enfants puissent avoir plus que le minimum. Et là, j'ai repris à nouveau mes études et je vais le faire court pour aujourd'hui être enseignante. Pour être aujourd'hui enseignante en biologie humaine et en physique-chimie dans des établissements privés. Voilà, donc j'enseigne. Je suis enseignante. Attends, regarde, le micro, si tu comme ça, d'accord, voilà. D'accord. Parce qu'il n'est pas multidirectionnel. En fait, il faut vraiment l'avoir comme ça. Oui. Je suis désolé, on fait ce qu'on peut. Non, mais bien sûr. Bientôt, on aura des micros. Je n'ai pas l'habitude, c'est ça aussi. Oui, tout à fait. Oui, comme je disais, donc j'enseigne aujourd'hui dans le privé en tant que professeur de biologie pour des secteurs CAP, BP, BTS et chimie, physique-chimie, bien sûr. D'accord. Et bien d'autres rôles puisque je suis coordonnatrice pédagogique donc au sein de ces établissements. C'est bien, vous êtes parti dans un sens pour. Voilà, donc pas du tout le même parcours, mais. Ouais. Oui, mais des parcours atypiques, assez proches malgré tout dans le déroulement, dans le déroulement de vie et dans le déroulement professionnel, bien sûr. D'accord. Alors, tu confirmes ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, évidemment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à son enfance, moi, non, dirais, sauvage, le côté sauvage. Je dirais que oui, c'était le cas, mais aujourd'hui, on la détecterait hyperactive, hein, je pense. Ouais, c'est vrai. Et surtout, peut-être que là, c'est la maman qui va parler. Elle était surdouée et elle s'ennuyait à l'école. Et du coup, elle ne faisait rien. Et elle me rendait dingue. Je connais ça, effectivement. Et elle me rendait dingue à l'occurrence, puisque rien ne l'intéressait, rien ne l'accrochait, et l'école. Si, mais pas longtemps en fait. Le temps de comprendre, et une fois qu'on a compris, elle comprenait avant même, et elle s'ennuyait terriblement. Ouais. Et d'où le fait que souvent elle n'allait pas en cours. Alors que je la croyais en cours. Oui, j'ai effectivement ma fin de parcours s'est déroulée aussi comme ça. Voilà. C'est quand même. Non, je confirme tout ce qu'elle a dit, oui. D'accord. Et si tu devais ça va être aussi sur un peu du personnel, mais si tu devais nous décrire un des plus beaux souvenirs de son enfance, peut-être la fois où tu as eu le plus de fierté d'être la mère de... Déjà, je l'ai toujours eu. Oui, c'est ce qu'on entend dans tes paroles, sans aucun problème. Quand elle a été diplômée avocat, bien sûr. Ouais, ça a été... Parce que, comme elle avait pas fait grand-chose dans son adolescence et que je désespérais qu'elle trouve sa voie,
lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle allait reprendre des études et faire du droit, je me suis dit, ben oui, comme le reste, ça va être comme oui, temps. forcément. Ça va être vite quelque chose qui va retomber. Eh ben non. Eh ben non. J'ai même été surprise de lui dire un jour, tu crois qu'il faudrait peut-être arrêter les études maintenant et commencer à travailler. Oui, quand même. Ça a été mon discours. Oui, là, j'ai été très fière, bien sûr. Est-ce que c'est justement la pluralité des choses à laquelle ce travail-là t'a permis d'accéder, c'est-à-dire que bon, tu as un titre, tu es avocate, mais au-delà, le travail d'avocate demande tout un tas d'autres compétences en vérité. Et est-ce que c'est ça qui t'a rassasié dans ce travail-là, rassasié entre guillemets, hein, mais qui t'a apporté dans ce travail-là, c'est de pouvoir justement continuer de finir avec quelque chose, reprendre avec autre chose, tout en restant quand même dans le même domaine. Oui, parce qu'en fait, on s'ennuie jamais. Les dossiers sont différents, la clientèle est différente. Il y a donc les rendez-vous, il y a la préparation des conclusions, des assignations, enfin les écritures de l'avocat. Il y a des expertises qui se font à l'extérieur. Alors les expertises, ça peut être des expertises médicales, en maçonnerie lorsqu'il y a des malfaçons dans une maison, en plomberie. Donc du coup, ah oui. Et ça t'oblige en plus à rentrer vraiment dans le détail pour comprendre. Voilà. Oui, Mais du coup, c'est très enrichissant. Et puis ensuite, bien évidemment, les plaidoiries. Mais c'est très enrichissant dans le sens où on ne fait pas que du droit. Oui. On doit avoir aussi des connaissances. Lorsqu'on va à une expertise, on peut pas y aller en tant que profane. Parce que pour bien défendre son client, eh ben, il faut potasser un peu avant et savoir de quoi on va parler à cette expertise. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui t'apporte. Tu l'as senti vraiment épanoui dans ça Ah oui, elle est épanouie depuis, parfaitement. D'accord. Et donc, du coup, donc ce qui vous a amené, est-ce que vous aviez déjà eu à travailler ensemble? Non, elle m'a annoncé il y a quelques jours, tiens, ce serait bien que tu viennes à la conférence sur les vaccins. Tu es prof en biologie, c'est quelque chose que tu abordes avec tes élèves. Bon, mais voilà. T'as dû répondre comme ici, si vraiment il le faut. Non, je lui ai dit spontanément oui, bien sûr, sans savoir vraiment comment ça allait se passer, ce que ça allait être. Alors du coup, comment ça s'est passé? On rentrera dans le détail de l'obligation des vaccins après, mais déjà pour une conférence. Déjà, en lui disant 2 jours avant, je trouve que c'est déjà pas mal. Oui. J'aurais pu lui dire le jour même. C'est vrai, on va pas se plaindre. On a le temps de se retourner quand même. Mais ça, c'est mon côté sympa. Tout à fait. Et ensuite, la conférence, vous en êtes contente? Moi, j'en suis satisfaite. Je me suis juste auto-censurée un petit peu quand il y a eu quelques interventions parce que je ne savais pas vraiment jusqu'où je pouvais réagir aux choses. Oui, connaître par sa place à aussi. Ma fille. Parce que voilà, j'arrivais comme ça, je la suis depuis toujours, mais pas directement à ses côtés. Je laisse très libre et faire ces choses. Ça s'est ressenti. Voilà. Oui, j'étais présent à la conférence. Vraiment, tu étais là, genre je suis là s'il y a besoin. Si elle a besoin, si c'est nécessaire, avec beaucoup de freins par rapport. Il est vrai que mon tempérament, je l'ai freiné toute la soirée parce que j'aurais eu envie de réagir et d'agir différemment de ce que j'ai fait, mais je suis contente de l'avoir fait, d'avoir pu rester malgré certaines situations très en retrait, à laisser gérer. Et donc toi, cette conférence, donc le sujet, je le rappelle, c'était l'obligation de la vaccination, donc